Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Connecting Lorient édition 2020-2021. C'est une édition un peu particulière, mais on est très heureux ce matin d'accueillir plus de 150 inscrits et on vous en remercie chaleureusement. Cette matinale XXL, c'est la troisième d'un cycle de trois événements pour le cycle 2020-2021. Cette matinale XXL qui est toujours plébiscitée dans notre programme Connecting ne peut se faire sans le partenariat extrêmement précieux de Comme Média et de Dominique Denis que je salue, qui va animer cette session d'atelier. Voilà, je vous remercie encore d'être présent et je vous souhaite un bon atelier. Sachez que toutes les sessions seront visibles en live stream, évidemment, sur la chaîne YouTube de Lorient Technopole. Donc, pour ceux que vous aurez manqué, n'hésitez pas à vous connecter. Vous pourrez également suivre la conférence qui a eu lieu le 17 novembre, donnée par Stéphane Schulz sur la question des mobilités. Je vous souhaite un très bon atelier et à bientôt. Bonjour à tous, merci Jean-Patrice pour cette introduction fort flatteuse. Nous sommes ravis cette année encore de collaborer avec vous pour monter cette série d'ateliers toujours très pointus, avec des sujets qui cette année sont très en lien avec le contexte actuel et les préoccupations des entreprises. Donc, je voudrais remercier infiniment tous les intervenants qui se prêtent au jeu et qui sont là près d'une heure avec nous pour présenter des problématiques sur le management, sur la RSE, sur pas mal de sujets transversaux, et puis aussi pour répondre aux questions. Alors moi, je serai là effectivement en modération dans cette salle numéro 1 pour prendre les commentaires des uns et des autres, en faire des synthèses et puis vous permettre de poser des questions directement aux intervenants. On accueille tout de suite Michel Brébion, fondateur de Winband, agence d'Inbound Marketing, leader sur son marché, organisateur également de Inbound Marketing France, qui est un salon qui s'est fait une place en quelques années comme leader sur son marché. Donc bienvenue à Michel, je vais le laisser vous parler. Bonjour à tous. Michel, je te laisse la parole pour parler management et puis permettre aux gens de te poser les questions à la fin de ta séance. Écoutez, bonjour à tous, enchanté de participer et de lancer les festivités de Connecting. Je vais tout de suite vous proposer de partager du coup une présentation que j'ai faite. L'idée, c'est bien évidemment de contextualiser les pratiques commerciales 2021 et les pratiques marketing par rapport à un contexte qui reste un petit peu spécial. Et donc tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet et je vous partage du coup avec plaisir des éléments clés qui ont été réfléchis d'une manière assez collective. Et donc voilà, normalement vous allez voir mon écran. Et donc l'idée, c'est ce matin de passer 45 minutes ensemble pour évoquer les nouvelles pratiques commerciales pour réussir son année 2021. Je vais vous partager beaucoup de tips qui font partie d'expérience du coup de cette année 2020. Et donc voilà, c'est parti. Alors, en premier lieu, on est obligé de parler un peu du contexte, parce que ce contexte, il est spécifique à l'année 2020-2021. Trois éléments, je pense que sur lesquels tout le monde sera d'accord pour définir le contexte des nouvelles pratiques commerciales. C'est en un, la digitalisation des processus commerciaux. Aujourd'hui, on est en distanciel, on est en télétravail et on utilise principalement comme outil la visioconférence. Donc, un vrai changement de contexte qui demande un changement des nouvelles pratiques commerciales, qui demande aussi du coup de s'adapter à des nouveaux outils numériques qui n'étaient pas tout le temps utilisés dans toutes les entreprises. Alors quelques éléments clés quand même, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde du coup l'activité des commerciaux, ils passent encore 67% de leur temps à prospecter dans le dur, c'est-à-dire qu'ils continuent à appeler sur des listes. Ce qui aujourd'hui effectivement est un peu déconnecté de ce qui se passe, parce qu'aujourd'hui, vous allez le voir, une grande partie des opportunités commerciales viennent à vous par des pratiques plutôt de marketing digital style inbound marketing, qui veut dire attirer à soi. Donc je vais diffuser dans mon blog, mon site internet, mes réseaux sociaux, des contenus qui parlent à ma cible. Ils vont venir les lire, et quand ils vont venir les lire, je vais capter de la donnée et je vais pouvoir en fait les faire grandir en éducation par rapport à mon offre. Je vais donner un score d'appétence et les livrer chaud à des forces de vente.
Donc en un, les pratiques commerciales encore aujourd'hui en France principalement sont trop tournées vers une pratique traditionnelle et effectivement une grande partie des forces de vente travaillent toujours un petit peu dans le dur. Sujet qui vient du coup corroborer ce que je suis en train de vous dire, 57% du processus de décision d'achat se fait aujourd'hui sur Internet par les acheteurs avant d'avoir un contact commercial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous faites vous, tout le monde le fait. Quand vous allez être en contact avec une entreprise, vous allez aller voir le profil des dirigeants sur LinkedIn, vous allez voir le site Internet, vous allez voir l'offre, vous allez aller voir les articles de blog. Et donc, une grande partie du processus se fait aujourd'hui de manière digitalisée, d'où l'importance d'avoir une empreinte digitale intéressante pour le client final, y compris ses fiches Google My Business. Et donc voilà, c'est un enjeu majeur et ça montre bien l'enjeu du processus commercial qui s'est digitalisé. Alors, c'est pas forcément une nouveauté, parce que j'ai envie de dire que c'était des pratiques quand même qui existent depuis plusieurs années. Mais en fait, le Covid a accéléré véritablement les pratiques numériques. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, vous aviez des entreprises qui étaient plutôt en avance, qui pratiquaient du coup déjà des stratégies digitales sur le blog, sur les réseaux sociaux, qui animaient leur profil LinkedIn entreprise ou le profil du dirigeant pour aller capter du coup des opportunités. Et en fait, il y en a d'autres qui étaient un petit peu en dehors de cette vente 3.0 et ça fonctionnait. Ce qui a changé avec le Covid, c'est qu'effectivement, c'est venu accélérer du coup la digitalisation du processus commercial et c'est devenu une pratique du coup qui est presque devenue indispensable. Pourquoi? Il n'y a plus de salons, donc 80% de l'activité des salons des fois fournissait une partie du chiffre d'affaires. Je pense souvent à l'industrie. Et puis vous avez aussi beaucoup de relations clients qui ne se font plus physiquement. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut pouvoir travailler sur l'attraction de ces prospects, de ces clients qui viennent sur votre site. Il faut être optimiste. Je crois qu'on a trop de discours pessimistes. Voilà, on est en train c'est un peu typiquement français. Vous m'en excuserez, mais là, on est toujours un petit peu des râleurs. Je crois qu'il faut être optimiste. C'est une opportunité. La digitalisation est une opportunité. Il y a sans doute des rendez-vous physiques qui n'étaient pas nécessaires. C'était beaucoup de temps. Donc on en gagne aussi. Maintenant, ça fait pas tout. Je crois qu'on sera très content de retrouver des événements physiques et des salons. On est très content de retourner en clientèle sur des rendez-vous physiques. Mais je pense que c'est aussi une opportunité. 3 éléments positifs quand même qu'il faut regarder tous ensemble. C'est en 1, le contexte est identique pour l'ensemble des entreprises. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des entreprises, et vous faites peut-être partie des entreprises pour lesquelles ça change fondamentalement votre business plan et puis ça change votre pratique commerciale. C'est commun. Donc déjà ça, c'est plutôt bien parce que tout le monde est un peu dans le même bateau. Deuxième élément qui est extrêmement intéressant, c'est la capacité des entreprises à s'adapter, et sans doute à vos entreprises, à s'adapter à la visioconférence et au télétravail. On se fait souvent moquer des anglo-saxons qui, eux, pratiquent effectivement la visioconférence. Vous avez d'ailleurs beaucoup d'entreprises aux États-Unis ou à Dublin qui n'ont jamais mis les pieds chez un client et qui développent fortement leur business. Et en fait, on s'aperçoit que il y a une vraie résilience des entreprises et des patrons qui effectivement se sont très clairement adaptés à ces nouveaux modes très rapidement. J'ai plein de témoignages d'entreprises qu'on accompagne qui sont passés très rapidement sur Teams, sur pas mal d'outils du coup de visioconférence et qui du coup c'est devenu quelque chose de courant et en quelques jours, parce qu'en fait la nécessité a fait qu'en fait elles se sont adaptées très vite, et donc 66% des Français préfèrent aujourd'hui les visioconférences aux réunions physiques. Alors c'est pas mon cas, mais voilà, ça veut dire que du coup aujourd'hui le gain de temps, la réduction du transport véritablement amène du coup cet intérêt-là. Troisième sujet qui est extrêmement important, c'est que les clients sont très très ouverts à l'échange pour trouver des solutions. C'est ce que je disais un petit peu en point 1. Aujourd'hui, une des problématiques, c'est que en fait, tout le monde cherche des solutions. Comment s'adapter, comment trouver des clients quand j'ai plus de salon, et que ça, donc quelque part, c'est aussi une opportunité d'échanger ensemble pour trouver des solutions communes. Alors le plan d'action qu'on fait, qui est annuel, c'est un indispensable. Nous avons la chance d'accompagner des centaines d'entreprises toute l'année. C'est nécessaire d'avoir aujourd'hui un plan d'action. Alors, on n'est pas obligé de faire des plans d'action de grands groupes qui font 50 pages et qui seront lus en 30 minutes. On peut faire des plans d'action simples
qui tiennent sur un A4 et qui définissent c'est quoi mon plan stratégique, c'est quoi mes enjeux, c'est quoi mes objectifs opérationnels, c'est quoi mon plan stratégique commercial et c'est quoi mon plan stratégie marketing. Ce qui change par contre avec le Covid, c'est que ce plan, il sera pas annuel. Ce plan, il sera trimestriel. Pourquoi? C'est qu'aujourd'hui, on est obligé d'être en mode agile. Il y a tellement de changements, il y a tellement d'événements qui font que votre plan peut être bousculé, qu'il faut savoir aujourd'hui avoir un plan avec une vision à 1, 2 et 3 ans, mais il faut aujourd'hui faire plutôt des plans trimestriels. J'ai noté quelques points effectivement essentiels dans ce plan d'action. En 1, mode agile, adapter son plan d'action plusieurs fois dans l'année, changer son offre, réorganiser le commerce. En 2, revoir les objectifs commerciaux avec des objectifs atteignables pour les commerciaux. On parle souvent d'objectifs SMART. Donc, c'est hyper important. Aujourd'hui, les commerciaux ont souffert cette année d'objectifs peut-être difficilement atteignables ou ont souffert d'une pression d'objectifs qui sortaient d'un plan d'action fait en décembre, je dirais, 2019 pour 2020 et qui était décorrélé complètement de la réalité de ce qu'on a vécu. Troisième point, pourquoi ne pas les motiver par un défi trimestriel, par quelque part des petits challenges, parce qu'effectivement, il faut mobiliser les équipes, il faut, ramener tout le monde dans une dynamique commerciale. Quand vous êtes commercial, vous aimez les rendez-vous physiques, et donc faire que des rendez-vous visio, c'est un peu bof. Et il y a des vraies pratiques commerciales, on va en reparler ce matin, par rapport à la visioconférence. Est-ce que vous devez changer votre méthode commerciale? Alors, c'est une vraie question. Une question qui fait peur parce que on est dans des pratiques un peu habituelles. On a une méthode commerciale. Bon voilà, on avance et on aimerait bien, par confort, pas trop bouger les choses et rester dans la méthode commerciale. Moi, je pense que oui. Je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, vous devez retravailler la méthode commerciale versus 2021 par rapport à 2020. En un point qui est majeur et qui est beaucoup oublié, alors ça dépend, je l'imagine, de la taille des entreprises, mais il ne peut plus y avoir des actions marketing décorrélées du commerce. On est beaucoup trop en silo, et ça c'est typiquement français. Le marketing fait ses actions, puis le commerce fait ses actions. On peut plus faire ça. En parce que le marketing aujourd'hui doit être un marketing très efficace, avec des retours assez rapides sur investissement, surtout dans une conjoncture où le chiffre est tendu. Donc en fait, on doit aligner les deux par des réunions hebdomadaires, voire mensuelles, qui fait que chacun a ses objectifs, on va en reparler tout à l'heure, et chacun travaille main dans la main pour avoir quelque chose qui est efficace et cohérent. Deuxième sujet, c'est un indispensable, je suis un CRM lover, et il est indispensable aujourd'hui, si vous voulez, d'avoir une CRM, un outil de gestion client. Pourquoi? C'est qu'aujourd'hui, vous devez travailler sur une organisation du commerce. Et cette organisation du commerce, c'est un pipeline de vente, je vous en montrerai un tout à l'heure, où on a l'ensemble des opportunités à traiter et ces opportunités, on les fait avancer par rapport à l'avancée de l'action commerciale. Et dans le management aujourd'hui, on manage, on appelle ça manager sur le pipeline de vente, c'est qu'on a une photographie en temps réel des ventes, des opportunités, des devis assignés, etc. Et en plus, on a souvent avec ce type d'outils de CRM des super pouvoirs, des templates d'email tout faits. On peut traquer des propositions commerciales, on peut donner des liens de rendez-vous dans notre agenda directement, etc. Troisième point, co-construire les propositions commerciales. Aujourd'hui, on veut plus de commerciaux, ce sont des conseillers. Et ces conseillers doivent être très empathiques et ils doivent co-construire les propositions. On n'envoie plus une proposition comme ça, qu'on a imaginée dans son coin, on la co-construit, on rééchange avec le client plusieurs fois. Et en fait, ça facilite la vente puisque le client l'a co-construit. Donc, il ne peut pas vous remettre en cause ce que vous lui apportez comme max de travail avec lui. Il peut contester le budget, il peut effectivement avoir des objections sur votre expertise, mais en tous les cas, il ne peut pas aujourd'hui très clairement remettre en porte-à-faux ce qui a été co-construit. Point important aussi, c'est effectivement, alors ça revient, je suis désolé, voilà. Là, je voulais du coup détailler un petit peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Alors en 1, on a parlé d'alignement. Dans l'alignement, il y a un document qui est très pratiqué aux États-Unis qui s'appelle le Service Level Agreement. Et 82% des entreprises considèrent que leur stratégie marketing est efficace quand ils ont quelque part construit une sorte de lettre d'engagement entre les deux services marketing et commerciaux. Alors, quand on a une petite entreprise, on peut se dire, je ne vais pas faire une lettre, mais quelque part, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Si vous êtes plutôt une TPE, vous allez aligner vos actions marketing et commercial pour qu'elles soient très proches et qu'elles servent bien le commerce. Et si vous êtes sur une entreprise où il y a bien quelqu'un en marketing, vous avez bien des collaborateurs aussi au commerce, et vous allez au moins rédiger 10 engagements, 5 côté sales, 5 côté marketing. Et vous allez aussi collecter des choses intéressantes. C'est que les commerciaux sont les mieux placés pour remonter des problématiques clients qui peuvent venir modifier votre offre produit et corriger votre offre, et qui peuvent aussi très clairement venir influencer les actions marketing pour les rendre plus efficaces. Alors ça peut être quoi concrètement? C'est en un qu'il y a un engagement du commerce pour appeler toute opportunité commerciale dans la journée. Ça peut être un engagement des commerciaux. Et l'engagement du marketing, ça peut être de générer des leads chauds bien qualifiés pour faciliter la vie des forces de vente ou d'aider à avoir une proposition commerciale plus cohérente ou retravailler un petit peu le positionnement de marque, etc. Des objectifs que chacun se donne. L'objectif, c'est travailler main dans la main, être efficace et gagner des ventes. J'en parlais tout à l'heure, on n'aura pas le temps ce matin d'aller faire une démonstration en live, ce qu'on aurait pu faire, c'est effectivement les fonctionnalités d'une CRM. Aujourd'hui, vous avez dans ce type d'outils, et il existe des outils gratuits. Je ne ferai pas de publicité pour une marque plus qu'une autre ce matin. Vous pouvez effectivement, vous pouvez aujourd'hui très clairement historiser des échanges prospects-clients du coup dans votre dans votre CRM, ce qui est extrêmement intéressant. Ça veut dire que vous allez pouvoir du coup, si vous voulez, vous avez un commercial qui quitte l'entreprise, ça arrive, et vous aurez l'ensemble de ces échanges et l'ensemble des propositions qui ont été faites avec le client. Ça veut dire que vous gardez toute l'histoire du client dans ce type d'outil. Deuxièmement, c'est ce que j'évoquais, vous travaillez, c'est ce qu'on voit à l'écran en pipeline de vente, donc vous avez une photographie instantanée du nombre d'opportunités, du nombre de propositions en discussion, du nombre de devis à réaliser et du chiffre d'affaires gagné en client. Ensuite, il y a beaucoup de fonctionnalités qui donnent des super pouvoirs au commercial. Rendez-vous direct dans l'agenda, rappel des tâches, template de propositions de contenu aussi pour les commerciaux qui sont intégrés en extension email ou en extension directement dans la plateforme. Mais c'est tout un sujet qu'on pourrait aborder sur une démonstration. Voilà, mais véritablement, on ne peut plus en 2021 travailler sur un cahier, travailler sur un tableau Excel. Il existe des outils qui permettent de coordonner et d'organiser les ventes, et il existe des formules gratuites qui donnent déjà des premières fonctionnalités pour démarrer. Troisième point important, c'est 66% des clients se tourneraient vers la concurrence dans le cadre d'un contact pas assez personnalisé et humain. Alors on revient du coup à ce qu'on a dit tout à l'heure. Le contexte nous oblige à être sur effectivement du distanciel, de la visioconférence. Donc, créons encore une fois de la personnalisation, une proposition co-construite, donnons de l'humain. Rien n'empêche d'envoyer un livre, rien n'empêche d'avoir de l'interaction autre qu'un rendez-vous physique. Et puis, essayons de faire quand même quelques rendez-vous physiques. C'est important. On pourrait aussi en faire un épisode entier. Ce sont les outils malins. Il existe de nombreux outils malins aujourd'hui qui ont permis de passer ce cap de la numérisation du processus commercial. On en parlera peut-être dans les questions à la fin, c'est comment je travaille avec LinkedIn et principalement Sales Navigator qui me permet d'avoir des listes de prospects suspects. On a quand même des outils alors payants comme DocuSign qui sont quand même des outils extrêmement intéressants pour faire signer des devis ou des propositions commerciales à distance. Donc c'est extrêmement intéressant, mais on pourrait en citer d'autres qui sont gratuits. Je pense à Genius Scan qui permet de scanner directement le devis que je signe à mon client et de lui le renvoyer et de proposer à mon client de faire la même chose. Voilà, donc pas mal d'outils, des outils comme Asana qui permettent de piloter des projets aussi, des projets collaboratifs. Voilà, beaucoup d'outils, beaucoup d'idées. Ça pourrait faire un épisode complet, mais ça permet de faciliter la vie du commercial très clairement dans le contexte où on est. Alors, il y a un point qui me paraît aussi important et qui est laissé à l'abandon, très clairement, c'est le circuit de traitement des opportunités dans votre entreprise. Souvent, par habitude, on s'en occupe pas trop. C'est-à-dire qu'en fait, on fait comme on faisait. On voit bien des fois qu'il y a des trucs qui tournent pas en rond, mais on se pose pas la question. Moi, je vous invite à vous la poser et je vous invite pendant 2 heures à poser l'ensemble du traitement des contacts de votre entreprise. Quelqu'un téléphone un prospect, comment il est traité, par qui, quel est le parcours qu'il va avoir, son expérience prospect quelque part.
c'est-à-dire comment on va y répondre, quel mail il va recevoir, quelle proposition va être faite, dans quel délai. Et vous allez vous apercevoir de beaucoup de trous dans la raquette. Vous allez vous apercevoir que il n'arrive pas au bon endroit, il n'est pas traité par la personne qui est capable du coup de lui donner la bonne information. Vous allez voir qu'il y a des leads qui tombent dans une poubelle, ils sont pas relancés, pas retraités. Vous avez du coup des prospects abandonnistes qui sont jamais relancés, et donc vous avez déjà une manne importante de business dans les mains. Vous avez peut-être des prospects qui étaient au salon 2019, puisqu'il n'y en a souvent pas eu en 2020, qui n'ont jamais été relancés, c'est peut-être une source d'opportunité. Vous avez peut-être des gens qui mettent aujourd'hui des demandes sur Internet, sur les réseaux sociaux qui ne sont pas forcément relancés parce que vous n'êtes pas organisé pour. Et donc, dessiner le schéma du parcours, on le fait pour la plupart de nos clients. Et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant et ça lève effectivement des trous dans la raquette. Ça permet d'optimiser le traitement des opportunités avec une approche multicanale, téléphone, email, site Internet, réseaux sociaux, lead de salon, etc. Est-ce que vous devez revoir vos cibles? Alors c'est une vraie question et c'est à vous effectivement de faire ces choix. Je pense que oui. Je pense que c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. On peut pas faire un copier-coller de l'année 2019 à 2020, 2020, 2021. On doit effectivement se poser les vraies questions pour développer son business. On a besoin de business, on a besoin de business plus rapide, on a besoin d'une stratégie plus efficace. Quelques points du coup clés, c'est en un, on peut se concentrer du coup sur des comptes stratégiques. Donc, je suis désolé, j'ai parlé d'acronyme avec la compte Base Marketing. C'est effectivement se concentrer sur des comptes stratégiques, c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez lister et dire, bah voilà, cette année, on va se donner comme objectif d'avoir 12, 15, 20 comptes stratégiques qui sont indispensables pour notre entreprise et je vais plutôt m'adresser au contact de ces comptes. C'est du coup la stratégie à compte-based marketing. Si je peux faire une petite aparté, en inbound marketing, je produis du contenu dans mon blog et sur mes réseaux sociaux autour d'un client cible qui est mon persona. Je lui parle à lui, il trouve que ce que j'évoque est intéressant et je commence à avoir une conversation avec lui digitalisée. Il atterrit sur mes réseaux sociaux, mon blog, mon site internet. Je capte son mail et je commence à converser avec lui. Je lui donne un score d'appétence et je le donne aux commerciaux pour faciliter la vente. Quand je suis en account-based marketing, qui est aussi une stratégie B2B en digital, je vais travailler sur une vingtaine de comptes. Je vais définir les contacts de ces comptes qui pourraient décider de travailler avec moi et de prendre un rendez-vous et je vais communiquer avec une séquence sur chacun de ces comptes, de ces contacts de comptes et ça marche très très bien. C'est quelque chose qu'on développe beaucoup. On est la référence en France sur ces sujets-là et ça fonctionne très bien. Deuxième sujet, c'est peut-être développer de l'upsell sur des offres. Il y a peut-être des offres qui cartonnent. C'est peut-être le moment de les pousser, de faire de l'upsell. Ça peut être un nouvel axe. Et puis vous avez, hop, j'ai un petit bug dans mon document. Ça arrive, hein, c'est du direct. Et donc, vous avez du coup aussi un troisième point qui n'apparaît pas malheureusement, qui est effectivement de se poser aussi des questions sur les clients similaires. Si vous avez aujourd'hui développé des clients similaires, c'est-à-dire que par exemple, vous avez signé 3-4 comptes dans des secteurs que vous connaissez bien, pour lesquels vous avez une offre qui est pertinente et pour lequel vous êtes crédible. Et peut-être qu'il faut travailler dans ce segment et qu'il faut aller chercher l'ensemble de ces segments. Donc, vous avez peut-être 4 clients signés, par exemple, dans le food service. Et peut-être qu'il faut aller chercher les 15-20 comptes qui existent parce que vous êtes pertinent. Vous avez quand même remarqué que j'ai cherché un petit peu mon troisième point qui n'est pas apparu. Mais je l'ai retrouvé. Quatrième point qui est important, c'est réorganiser peut-être mon équipe commerciale. Peut-être en BU, c'est une grosse tendance, avec des expertises. Ou peut-être, par rapport à la taille des clients, on pourrait avoir des commerciaux qui traitent que les grands comptes et des commerciaux qui traitent plutôt le bas de portefeuille. Ou on pourrait avoir aussi, par rapport au style des commerciaux, est-ce que je suis un éleveur ou est-ce que je suis un chasseur? Donc voilà, 4 points qui font que je pense qu'effectivement, il faut retravailler ces cibles. Vous ne pouvez pas continuer comme si de rien n'était. Donc je le redis, c'est important. Il faut contextualiser votre approche commerciale. Donc, vous ne pouvez pas dérouler un argumentaire tel qu'il était en 2019. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes discours, les mêmes wordings. Vous ne pouvez pas avoir, si vous voulez, les mêmes arguments parce que le contexte a changé.
Donc, c'est à repasser un peu au tamis pour contextualiser et lui donner plus de poids. Et vous devez impérativement être plus que jamais customer-centric, tourné vers votre client. Ce qui intéresse le client aujourd'hui, c'est pas que vous soyez là depuis 50 ans. Voilà, ce qui l'intéresse, c'est que votre entreprise puisse être crédible sur la réponse qu'elle peut lui apporter sur ses problèmes à lui. Et ses problèmes à lui, ils ont changé avec le Covid. Et donc, vous devez être très customer-centric et contextualiser votre approche. J'aime bien cette petite citation canadienne. Les bottines doivent suivre les babines. Si j'étais pas sur cette version-là, je vous enverrai une petite vidéo, mais que je ne peux pas là techniquement vous envoyer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que il faut à un moment donné que ce que vous vous dites sur votre plan d'action, sur l'année que vous devez faire, qui a été réfléchi du coup, c'est en fait de mettre en place ce que vous avez dit. Il y a trop d'entreprises où on part avec beaucoup de bonne volonté en début d'année, et puis quand on fait le point au 31 décembre, on a fait 30% de ce qu'on a dit. Et donc, le chiffre, il est peut-être à moins 20. Donc, en 1, un plan d'action, en 2, de la contextualisation, en 3, de l'agilité, et puis ce que j'ai décidé que je ferai, je le suis, je le fais, et c'est ce qui vous assurera une vraie efficacité. Il faut créer de la valeur. C'est-à-dire qu'on parle d'ailleurs souvent, quand vous êtes dans l'innovation, on parle souvent de la chaîne de valeur. Et donc, dans tout ce processus commercial, dans tout ce processus marketing, vous avez vu que j'ai plutôt pris l'angle commercial aujourd'hui parce qu'il y avait une forte demande effectivement de ces nouvelles pratiques, il faut créer de la valeur. Le discours purement produit, c'est mort. Alors, si votre discours, c'est purement des caractéristiques produits, tout le monde raconte la même chose, tous vos concurrents racontent la même chose, et souvent, les offres produits et les produits sont assez équivalents. Donc, ce qui est extrêmement important, et je reprends un peu une citation de Seth Godin, qui est le pape du marketing digital aux États-Unis, ne cherchez pas des clients pour vos produits, mais faites des produits pour vos clients. Et donc, on revient à l'idée de challenger son offre commerciale et véritablement d'apporter de la valeur à son client. Vous devez répondre à une question, et cette formule est assez intéressante parce qu'elle est très simple à retenir, c'est que vous devez impérativement répondre à ce qui empêche de dormir la nuit de votre client. Quelles sont ses problématiques? Quels sont ses centres d'intérêt? Quels sont les délais dans lesquels il attend une réponse? C'est votre métier, c'est customer-centric. Le carburant, et je ne rentre pas ce matin dans des stratégies digitales trop déployées, forcément qu'au niveau du blog, du site, des réseaux sociaux, votre manière d'approcher le client, votre manière d'avoir du contenu froid sur le site, etc., c'est des enjeux majeurs. Donc, je me suis plutôt focalisé sur le contenu. Le contenu, c'est le carburant qui permet aujourd'hui dans le digital d'attirer à soi des prospects et de les engager sur les réseaux sociaux, sur les posts et ce que vous publiez, sur votre site internet. Et donc, on voit bien que le contenu, dans une approche un peu, effectivement, très inbound marketing, où j'ai un blog, un site internet, des réseaux sociaux, je vais l'attirer par un contenu expert sur ces problématiques qui lui parlent à lui dans son parcours d'achat. Et je vais ensuite l'attirer à le convertir pour récupérer son mail sur des contenus téléchargeables, style ce que vous voyez souvent si je veux télécharger une vidéo, un replay, un e-book de 12 pages, etc. On me demande mon mail. C'est une manière de collecter les coordonnées d'un prospect et pouvoir après lui apporter des contenus personnalisés pour effectivement le scorer et l'amener dans un processus de lead gen qui fait que je vais travailler aussi ce contenu à la transformation commerciale, y compris dans les mails de contact. Je vais apporter de la valeur. Et après, je pourrais travailler le côté ambassadeur avec des cas clients et avec une stratégie un peu sectorielle, comme on a évoqué tout à l'heure, d'account-based marketing. Ce qui est extrêmement important et qu'il faut se dire, c'est que le commercial doit créer de la valeur. Et donc, c'est bien la perception du client qui mesure cette valeur. Donc, la communication, c'est ce que l'autre a compris. Et c'est pas l'inverse, c'est pas ce que je dis qui est vrai, c'est ce que comprend mon client. On se redonne effectivement ce matin des vraies règles de la communication et de la valeur qu'on peut apporter. Quelques cas d'usage de contenu. Je peux cibler des comptes cibles pour lesquels j'envoie des contenus, des emails personnalisés et je vais pouvoir mesurer la performance. Donc, c'est vraiment du contenu qui va toucher un compte, qui est un cas client, qui est mis aux couleurs de mon client. Je peux relancer un prospect quelques jours après une prise de rendez-vous avec un email, avec un livre blanc à télécharger qui va plus loin que le sujet qu'on a évoqué.
Je peux pousser effectivement un bouton d'action avec un livre blanc sur les réseaux sociaux, proposer des téléchargements et pousser du coup ces contenus. Je peux réveiller des anciens prospects avec une invitation à un webinar qui est un contenu. Ce matin, c'est un contenu. C'est un contenu. Et je peux bien évidemment faire la même chose en social selling. Et puis, je peux monter des scénarios, c'est-à-dire que je vais monter des séquences d'engagement avec des emails, des contenus qui sont intégrés dans ces emails pour aller chercher de l'engagement. L'imagination est sans limite. Il faut pousser des contenus, il faut que ça touche ma cible, il faut que ça réponde à ces problématiques. On voit là il nous reste quelques minutes, on voit encore quelques éléments du succès qu'on peut avoir dès que je personnalise, dès que je suis efficace. On en a parlé tout à l'heure que 66% des clients étaient prêts à rompre quelque part la relation commerciale qu'ils avaient avec vous si c'était pas assez personnalisé. Je personnalise le nom, les phrases, le nom de la société, le contenu, le bonjour. Ça paraît basique, mais vous voyez bien que ça performe très clairement dans des ouvertures d'email. La nouvelle ère de la satisfaction du prospect. En fait, on évoque tout le temps dans des articles de presse la satisfaction client. On oublie la satisfaction prospect. On a évoqué tout à l'heure le parcours du prospect. Effectivement, le conseiller 3.0, il doit gagner du temps par l'acquisition intelligente de prospects ciblés intéressés par l'expertise de l'entreprise. C'est nos fameux 67% qui passent leur temps à taper des listes. On doit contextualiser les prises de contact et prendre la parole avec des contenus à valeur ajoutée auprès des cibles. Donc, beaucoup de contenu, beaucoup de contextualisation. On doit traiter les opportunités multicanales avec réactivité. C'est le fameux pipeline de vente et ce qu'on évoquait sur le contrat marketing et commercial. On doit co-construire ses propositions commerciales personnalisées avec le prospect. C'est hyper important. On doit s'aligner avec le marketing et on doit utiliser des outils modernes pour écouter. LinkedIn est un outil formidable pour écouter sa communauté et son réseau. Et on doit bien évidemment personnaliser les propositions commerciales. Le commercial doit changer d'attitude face au client en 2021. Il ne peut pas rester dans l'attitude où elle est. Et c'est là qu'il a besoin d'être managé, c'est là qu'il a besoin effectivement d'être coaché, d'être remis dans une dynamique, d'être remis dans des objectifs atteignables. Il doit effectivement, toujours mon petit bug, j'espère qu'il ne va pas me faire sauter des points, parce que là, je me rappelle plus ce que j'avais mis. En tous les cas, il doit s'adapter au contexte anxiogène du client, donc il doit être empathique. Il doit faire preuve d'empathie, ce que j'évoquais, parce que c'est tous ensemble que nous devons aller relever le défi de nos clients. Et donc, c'est effectivement tous ensemble qu'on va effectivement pouvoir être dans une dynamique. Et 2021 doit être une année de dynamique. Vous avez ensuite la question que je vous ai évoquée tout à l'heure, mais que je répète effectivement avec force, car elle est importante, c'est qu'est-ce qui empêche de dormir la nuit votre prospect? C'est indispensable. Donnez des perspectives et des solutions à votre client. Votre client, on l'a évoqué tout à l'heure, votre client, il est à l'écoute de solutions. On l'évoquait aussi en introduction, on a tous les mêmes problématiques, on a tous envie de trouver des solutions et collectivement, on est quand même plus intelligent à discuter ensemble, à regarder les solutions. Et donc ça, c'est vraiment un point important, c'est l'état d'esprit dans lequel vous devez être en 2021, dans lequel on doit être tous ensemble. Autre point, donc j'ai toujours un petit bug. Et donc, l'autre point, c'est effectivement créer de la valeur qui ne s'affiche pas. On doit effectivement, ce que je vous ai dit, créer de la valeur auprès de son client. Et donc, cette valeur, on l'a un peu évoqué, mais je veux en refaire une synthèse ici, c'est qu'effectivement, créer de la valeur, c'est-à-dire que quand je fais un mail, aujourd'hui, il doit être efficace, intelligent, et il doit apporter de la valeur dans le corps du mail et dans la réponse potentielle que j'apporte à mon prospect. Donc, je peux y joindre soit un lien dans l'agenda pour être réactif, soit un contenu qui est complémentaire à la découverte que j'ai fait avec mon client et qui lui permet de mieux comprendre ce que je propose, de mieux comprendre les produits qu'on propose ou de mieux comprendre le niveau d'expertise des équipes. Et donc là, je crée de la valeur. C'est avoir une offre commerciale qui s'adapte aussi du coup au contexte et qui évolue peut-être dans sa forme, dans sa présentation, dans son prix. Et là, je travaille avec le marketing. Et le point 6 que j'évoque, c'est effectivement se préparer à renégocier des échéances de contrats plus courtes. Alors quand on dit ça, beaucoup de patrons disent non, c'est pas possible. Je pense que aujourd'hui, l'engagement client, avec une visibilité qui s'est réduite, même si je suis optimiste, on a tous une visibilité qui s'est réduite aujourd'hui. C'est-à-dire que le carnet de commandes, il est à 2 mois, il est à 3 mois, il est certainement pas à 12 et 24 mois. Et donc, ça veut dire peut-être revoir des contrats qui étaient annuels pour faire des contrats trimestriels avec un bon suivi pour bien évidemment ne pas perdre de business. C'est peut-être revoir des niveaux de commande par rapport à une grille de remise ou une grille tarifaire qui existait. En tous les cas, vous devez
avoir une approche agile et une approche contextualisée. Comment les commerciaux vont s'adapter à ces changements? J'ai une réponse qui est simple, c'est qu'ils doivent se former. Donc ça, c'est indispensable. Et en deux, j'ai pris plutôt le biais ce matin de vous parler du réseau social LinkedIn, parce qu'en fait, ils doivent impérativement utiliser des outils numériques nouveaux. Alors des outils numériques, on en a parlé, la visioconférence. Et donc quand je suis en visioconférence, je dois effectivement créer du lien avec mon client. Je dois avoir une présentation synthétique parce qu'au bout de 20 minutes, le client décroche. Je dois aussi, en visioconférence, quelque part, ne pas envoyer une proposition qui est juste envoyée. Je dois bien la co-construire pour pas me retrouver à envoyer, puis je n'ai plus de retour. Mais comme j'ai pas de rendez-vous physique, j'ai beaucoup moins d'interaction et j'en capte beaucoup moins. Donc c'est extrêmement important de rester dans un cadre commercial assez classique dans son approche pour du coup capter des signaux faibles ou des signaux, qui pourraient me permettre en tous les cas d'améliorer mon approche client ou ma proposition commerciale. Je facilite la signature du contrat par des Genius Scan, par des DocuSign, etc. Je pilote l'ensemble de mes opportunités dans un pipeline de vente, dans des options gratuites de CRM ou des options gratuites avec beaucoup plus de fonctionnalités. Et là, effectivement, j'ai quelque chose qui est structuré. Je fais en sorte de prendre des notes plutôt sur écran pour les sauvegarder dans le serveur. Je peux utiliser aussi des tout nouveaux outils qui sont des cahiers numériques qui me permettent de prendre mes notes directement et de les envoyer dans mon dossier client. Voilà, tout ça, ça avance. Là, on parle un petit peu, il nous reste quelques minutes du B2B et on parle d'un réseau qui s'appelle LinkedIn. LinkedIn, c'est le premier réseau français, je dirais, du B2B avec 20 millions d'utilisateurs. Donc une montée exponentielle du nombre d'utilisateurs depuis plusieurs années. 840 000 entreprises sont présentes, donc un potentiel colossal, avec un âge moyen plutôt d'actifs, entre 25 et 54 ans. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est le réseau par excellence qui est très incitatif à l'achat. 45,6% des décideurs B2B ont découvert des contenus de votre entreprise via LinkedIn. Donc réseau très intéressant. Et on va évoquer en quelques minutes ce qu'on peut en faire. Et là, je reprends effectivement ce slide très intéressant du côté incitatif de l'achat sur LinkedIn. Souvent, on est un peu trompé. Et là, ce matin, ce que je voulais, c'était, on aurait pu parler de stratégie digitale. J'ai voulu parler de choses simples. C'est plutôt là, effectivement, de répondre à une question qui est récurrente. C'est qu'est-ce que je fais et comment je fais du social selling. Le social selling, c'est pas vendre sur les réseaux sociaux. On va vous le dire, vous allez l'entendre. Je ne le pense pas. Le social selling, c'est s'adapter au changement de comportement des acheteurs grâce à, par exemple, à LinkedIn en B2B. Et on l'a évoqué, 57% du processus d'achat se fait sur Internet, dont les réseaux sociaux. C'est plutôt aider les commerciaux à être plus performants et c'est véritablement être écouté du marché et ouvrir ses grandes oreilles pour regarder ce que fait la concurrence, regarder ce qui est publié dans le secteur d'activité dans lequel je suis. Et effectivement, c'est une source de veille extrêmement intéressante. Mais je peux aussi faire des choses intéressantes. Ce qui se passe sur LinkedIn, c'est que la marque devient un humain. Donc, quand vous avez votre page entreprise et que vous l'animez, c'est une vitrine qui performera peu en nombre d'abonnés, qui performera peu, en termes de visibilité. Ce qui va performer, c'est vous. C'est votre compte à vous, c'est le compte de vos équipes qui doit être travaillé comme une marque parce qu'en fait, vous devenez la marque de votre entreprise. Et donc, le commercial 3.0, il devient aussi détective privé sur LinkedIn. Il va regarder ce que fait la concurrence, il va regarder qui like les posts de la concurrence, il va regarder ce qu'évoque comme problématique des clients ou des prospects qui prennent la parole. Il va aller se connecter, se faire connaître avant un rendez-vous de ses prospects et il va être un peu tacticien pour pouvoir pousser des bons contenus ou faire des bons commentaires aux bonnes personnes. Et donc, on peut atteindre des objectifs importants sur LinkedIn qui s'inscrivent complètement dans la continuité de l'action commerciale. Il ne s'agit pas de créer à côté une action qui serait décorrélée de mon pipeline de vente ou décorrélée des actions multicanales que je fais du coup dans mon action commerciale au quotidien. Mais il va pouvoir, avec ce type de réseau, identifier des opportunités et rechercher des profils, parce qu'en fait, vous avez un moteur de recherche qui permet de chercher des profils par ville, des profils par activité, des profils par fonction. Il va pouvoir prendre contact sans email de la personne grâce à la fonction email et avec peut-être un abonnement à Sales Navigator qui permet du coup de faire des listes de suspects et qui permet d'avoir du coup un quota plus élevé d'emails. Donc, ce sont des emails qu'on pousse directement par
par comment dire la solution et l'appli. Il va pouvoir valoriser son expertise métier en publiant ce qu'on appelle la curation de contenu, des contenus existants de son métier qu'il va pousser sur son profil. Il va pouvoir lui-même pousser les contenus de son entreprise, pousser aussi quelques contenus sur la vie de son entreprise, l'arrivée d'un expert qui vient renforcer l'équipe, etc. Donc vraiment des enjeux intéressants. Il va pouvoir rassurer des prospects en cours de négociation. Ce que j'évoquais il y a quelques minutes, c'est qu'effectivement, vous avez un rendez-vous prospect, c'est toujours intéressant effectivement de vous faire connaître, qu'il puisse aller sur votre profil si la photo a bien été faite par un photographe, si le fond d'écran est de qualité, si les contenus que vous poussez sont intéressants et parlent à votre cible. Et moi, je vous invite à avoir des techniques simples. Moi, j'ai aujourd'hui 22 000 abonnés, je suis influenceur, mais j'ai démarré au départ avec, j'allais chercher chaque jour 5 contacts persona, clients cibles idéaux que je voulais aller chercher pour qu'ils rentrent dans ma communauté. Ma communauté, elle a véritablement démarré comme ça et avec 1 heure par semaine que je consacre à pousser des contenus vraiment de qualité qui parlent à ma cible et réfléchis. Puis après, j'interagis sur mes cibles, les sujets qui m'intéressent pour créer de l'interaction et apporter de l'expertise à ma communauté. Et donc, autre élément intéressant, c'est que vous pouvez utiliser des ambassadeurs, des personnes qui étaient avec vous peut-être à l'école et qui sont sur des postes aujourd'hui intéressants, des gens qui sont dans votre réseau, si vous êtes dans le CJD, si vous êtes dans des clubs entreprises, peut-être de votre réseau professionnel ou des prospects ou des clients avec qui vous avez une relation particulière. Ce sont autant d'ambassadeurs qui peuvent vous mettre en relation avec. Le réseau qu'on a au quotidien pour faire du business, c'est utile, mais le réseau de LinkedIn, c'est un réseau aussi qui existe. Ce qui est important, c'est se former. Aujourd'hui, voilà, moi je pense que c'est un enjeu majeur. On a nous-mêmes monté un centre de formation commerciale 3.0 et c'est vrai qu'on carbure parce que c'est un enjeu majeur. Les commerciaux doivent s'adapter à ces nouvelles approches. Ils doivent s'adapter je dis souvent que le marketeur doit devenir un peu commercial et le commercial doit devenir un peu marketeur aujourd'hui. Et en plus, vous devez pratiquer avec des outils nouveaux, apprendre à travailler avec la visioconférence, apprendre à contextualiser, etc. Et donc tout ça, c'est des vrais enjeux. Plus que jamais, la formation est un enjeu majeur chez les commerciaux pour passer ce cap 2021 et les nouvelles pratiques commerciales 3.0. Voilà. J'en ai fini pour du coup cette présentation. J'ai essayé de tenir du coup dans ces 45 minutes. Donc j'ai fait 42 minutes. Il me reste 3 minutes normalement dans le décompte et je crois qu'après Dominique va nous rejoindre pour des questions. Donc voilà, ce que je voulais vous dire ce matin, c'était effectivement, c'était vraiment une synthèse un petit peu de ce qu'on a, travaillé avec beaucoup du coup d'influenceurs sur les pratiques commerciales 2021. Je vous conseille des bons livres. Je vous conseille du coup le livre de Frédéric Bonneton sur la négociation émotionnelle que je trouve très très intéressant. C'est l'histoire d'un commercial effectivement qui raconte un petit peu sa pratique commerciale et avec vraiment l'enjeu de mettre l'émotion et la captation de l'émotion au cœur de sa relation commerciale. Je peux vous conseiller aussi un livre qui vient de sortir de Philippe Gastaud qui redonne un petit peu tout ce qu'on veut connaître sur les pratiques de l'inbound marketing, sur comment je peux utiliser LinkedIn pour faire du business, comment je peux effectivement mettre en place comment je peux pousser des contenus. Donc Philippe Gastaud, très beau livre sur effectivement les nouvelles pratiques digitales et commerciales pour lesquelles j'ai pu effectivement aussi participer à ce livre sur effectivement les 7 actions principales. Là, en l'occurrence, c'est en inbound marketing pour réussir à attirer des prospects. Donc voilà, 2 livres que je trouve plutôt passionnants. Et puis vous avez effectivement aussi un livre qui vient de sortir de Vincent Caltabellota sur effectivement le commercial 3.0. Voilà, que j'ai reçu hier au courrier et je remercie Vincent de son envoi. Donc voilà, beaucoup de livres intéressants, beaucoup de pratiques intéressantes. Et puis je vous invite à suivre effectivement des webinars, regarder ce qui se passe et effectivement d'écouter LinkedIn, d'écouter les réseaux sociaux pour comprendre véritablement le changement de paradigme qu'on vit dans les nouvelles pratiques commerciales. Et je suis maintenant complètement à disposition après ces 45 minutes pour répondre à vos questions. Et puis, je reviens du coup à l'écran normalement si tout se passe bien. Eh ben, merci Michel, bravo pour ce timing digne de Père Fouras. Moi, j'ai collecté un peu les questions, les commentaires. Il y en a 2 principalement qui reviennent. C'est la première, c'est avec les outils de gestion de leads et puis de faire des véritables business units des commerciaux.
Comment on fait quand on a une petite équipe, en fait, pour pas monter une usine à gaz? Est-ce que c'est possible de le faire quand on est 2, 3 commerciaux? Complètement. Donc je redis, alors comment dire, je prends du coup des directions que j'assume parce que j'accompagne des centaines d'entreprises et c'est aussi du coup ce que je vois. En un, c'est que il faut un réceptacle commun qui est plutôt du coup un outil de gestion client style CRM qui permet de gérer l'ensemble des opportunités. Donc c'est vrai que je me répète un peu, mais c'est un indispensable parce qu'il y a trop de pertes en ligne, il y a trop de contacts qui sont pas rappelés, il y a trop de contacts qui sont pas suivis. Donc en un, c'est ça, c'est j'ai un réceptacle. Si j'ai fait un salon, ben, j'ai les listes de ceux qui ont participé au salon. Si je fais du LinkedIn, eh ben effectivement, j'ai une liste de prospects qui viennent de LinkedIn. Si j'ai des prospects qui viennent et qui font des demandes de contact, eh ben j'ai une liste de ceux qui ont demandé un devis, une liste de ceux qui se sont fait connaître, et j'ai éventuellement une liste aussi de ceux pour lesquels j'ai récupéré la carte de visite, etc. En un réceptacle. En deux, oui, si je suis sur une petite équipe, je peux travailler effectivement des stratégies digitales intelligentes. Ce qui est déterminant, c'est de définir qui sont vos clients. Et donc, il y a un travail préparatoire pour retravailler ce qu'on appelle les personas. Pour faire ça, c'est simple. On va interroger des prospects et des clients sur leurs problématiques, les réseaux sociaux qu'ils utilisent, les médias qu'ils lisent, et effectivement leurs enjeux et les problématiques qu'ils ont au quotidien. Ça va permettre de bien déterminer qui est notre cible et ça va bien évidemment guider ce qu'on va faire. Et après, eh ben, à la taille qu'on a, au budget qu'on a, on va définir qu'est-ce qui est le mieux. Est-ce que je travaille plutôt des clients cibles, style compte stratégique? Est-ce que je travaille plutôt du milieu de portefeuille, du bas de portefeuille? Est-ce que je peux automatiser des choses avec des actions d'emailing et de newsletter pour du coup me faire connaître et décrocher des rendez-vous? Est-ce que je suis plutôt sur du B2C et je vais plutôt travailler du Facebook Ads ou du LinkedIn Ads pour toucher des cibles qui m'intéressent? Et c'est là que je vais plutôt mettre mes moyens. Est-ce que je vais plutôt faire des webinars parce que ça fonctionne? Est-ce que je vais plutôt avoir la capacité de vous mettre une stratégie de contenu dans un blog parce que j'ai vraiment une expertise métier pour lequel j'ai besoin d'évangéliser, j'ai besoin d'apprendre aux autres ce que je fais, la valeur que je peux apporter. Et là, je vais construire des campagnes et ça va pas être des contenus hasard, il va être construit et parler à la cible. Donc oui, c'est possible dans des budgets limités, dans des budgets plus élevés quand j'ai les moyens. Et puis, voilà, il faut s'adapter, il faut s'adapter à son budget, à son organisation et surtout à ses enjeux et à ses clients cibles. Mais oui, c'est possible. On le voit et on n'a pas besoin de grands moyens pour réussir. Alors, on a plein d'acronymes dans nos métiers. On parle aussi de gros hacking. Moi, je parle plutôt de quick win. On peut mener des petites actions efficaces qui mangent pas de pain. Quand vous avez aujourd'hui fait un salon et que vous avez collecté des leads, vous avez des leads qui étaient très chauds. Ils ont été pris par le commercial. Il a pris la carte de visite. Il y a un rendez-vous qui est calé. Ça arrive directement dans l'outil de gestion client, le CRM. Mais tous ceux qui sont venus, qui étaient plutôt tièdes et froids, ils sont à traiter avec des emails et du contenu pour les faire nurturer. Tous vos clients abandonnistes, clients perdus, clients qui n'ont pas donné suite, vous pouvez mener une séquence d'emails intéressante pour les réengager. Ça coûte rien. Il y a des outils qui permettent aujourd'hui de faire ce type d'email et vous allez tout de suite réengager des opportunités et réengager des prospects qui sont un peu endormis. Ok, Michel, et une question très pratico-pratique. Alors, tu n'as pas voulu les citer, est-ce que tu as des préconisations pour les outils à utiliser Alors, oui, alors j'en ai. Alors, en fait, si vous voulez, dans les outils, donc il existe beaucoup d'outils de gestion client, des CRM. J'ai envie de dire qu'il y a des outils. Moi, je pars plutôt de l'usage des commerciaux. Quel outil est vraiment agréable à utiliser par les commerciaux? Parce que les commerciaux, alors ça va faire vieux schnock, mais comment dire? Moi, j'ai connu des outils imposés qui n'étaient pas du tout faits pour les commerciaux. Il n'y avait pas du tout d'adhésion, et là, c'était plutôt très compliqué. Donc aujourd'hui, il y a des outils vraiment révolutionnaires. Et donc nous, on est effectivement partenaire d'une solution qui s'appelle la CRM HubSpot. Et donc, c'est vrai que du coup, je voulais pas la citer, mais effectivement, c'est une solution qu'on trouve très, très adaptée. Et il existe des abonnements différents par rapport à son budget. Et c'est vrai que c'est une solution aujourd'hui qui permet d'avoir beaucoup de fonctionnalités, historisation des échanges, pipeline de vente, rendez-vous dans l'agenda, template d'email, tout fait, et encore beaucoup de fonctionnalités. On peut gérer toutes les tâches commerciales. Donc ça, c'est des outils. Et effectivement, ceux qui sont intéressés, je pourrais vous envoyer un lien de démo par rapport à cet outil. On pourra échanger sur ce sujet. Dans les outils d'automation, il existe de nombreux outils. Alors attention, il y a des outils qui sont vraiment compliqués à travailler au quotidien. Ils sont issus de gros éditeurs logiciels.
dont je ne citerai pas les noms, mais voilà, c'est des outils qui sont pas très faciles à utiliser par le marketing, c'est plutôt des outils choisis par les DSI. Dans les outils faciles, j'en vois 3. Il y a HubSpot, qui est du coup un outil marketing automation qui est vraiment très agréable en termes d'ergonomie. Vous avez Plaisy, qui est aussi un outil du coup français qui est extrêmement intéressant. Vous avez aussi des outils comme Web Mécanique qui permettent effectivement de mener des actions marketing assez simples. Alors à ces 3 outils, il y a des fonctionnalités qui sont pas tout à fait les mêmes, et donc c'est là qu'il faut effectivement savoir les comparer, ce qu'on fait au quotidien. Des budgets aussi qui sont un peu différents. Donc voilà, j'ai envie de dire qu'il y a à chaque fois un outil qui répond à vos besoins, aux fonctionnalités dont vous avez besoin et au budget que vous avez besoin. Donc ça, c'est un peu aussi notre quotidien, c'est de conseiller entre ces 3 outils et de regarder avec l'entreprise ce qu'elle a vraiment besoin en termes de fonctionnalités. Et puis après, voilà, je suis vraiment CRM lover d'HubSpot. C'est vraiment un outil que j'adore, que j'utilise aussi pour mes équipes et qui permet d'avoir un vrai management moderne. Donc voilà, ça c'est aussi des choses qu'on peut évoquer. Ok, ben écoute, merci beaucoup Michel, merci 1000 fois pour tous ces apports. Le replay sera disponible sur la chaîne YouTube d'Audelor. Et puis, à très vite pour Inbound Marketing France. Tu nous diras quand, où et comment. Ah, l'événementiel est un sujet compliqué en ce moment, donc je Oui, travaille sur la prochaine édition qui aura effectivement lieu au mois de juin. Et voilà, je trahis pas de secret. On est sur une formule très très sympa, et donc voilà, je diffuserai des bonnes surprises au fil de l'eau. Et voilà, et je vous invite effectivement à nous suivre aussi sur le blog de Winband où vous retrouverez pas mal de nouveautés sur toutes les nouvelles pratiques commerciales et marketing. Merci de votre invitation, et je vous souhaite une bonne poursuite pour ces prochaines conférences. Bravo à vous en tous les cas. merci Michel.